C'était un samedi parfait pour pêcher. Le soleil commençait à peine à réchauffer les eaux tranquilles du lac Miroir, dans la province de Neuquén, en Argentine. La date 15 mars 2003. L'heure 5h47 du matin. Marcos Elias Soto, 34 ans, mécanicien de profession et pêcheur par passion, est sorti de chez lui avec son équipement habituel. Canne à pêche, hameçon, une boîte d'appât, thermos de café et sa radio portable qui ne manquait jamais. Sa femme, Gabriela, lui a dit et dit au revoir à la porte. Il lui a donné un baiser sur le front et lui a dit Je reviens à midi avec quelque chose de gros pour le déjeuner. Ce furent les derniers mots qu'elle entendit de son mari. Marcos n'est jamais revenu du lac Miroir. Son bateau a été retrouvé 18 ans plus tard, dans un endroit où il n'aurait jamais dû être. Et ce qu'ils ont découvert à l'intérieur a changé tout ce qu'ils croyaient savoir sur ce samedi de mars. Voici l'histoire vraie d'un homme qui est allé pêcher et a disparu sans laisser de traces, jusqu'à ce que le lac décide de révéler ses secrets. Marcos Elias Soto n'était pas un pêcheur ordinaire. Il connaissait le lac Miroir comme sa poche. Il avait grandi à Villa la Angostura, un petit village à seulement 12 kilomètres du lac, et depuis l'âge de 8 ans, il avait pêché dans ses eaux. Son père lui avait appris chaque recoin, chaque courant, chaque signe du climat. Le lac Miroir est un plan d'eau d'environ 340 hectares, entouré de forêts d'Arayane et de montagnes qui se reflètent sur sa surface avec une clarté inquiétante. D'où son nom. Les jours gadiers, les jours dégagés, l'eau est assez si cristalline que vous pouvez voir jusqu'à 6 mètres de profondeur, de 2 mètres de profondeur. Mais il est également connu pour quelque chose de plus sombre. Des courants sous-marins imprévisibles et des zones où la profondeur change de manière abrupte, passant de 3 mètres à plus de 80 en quelques secondes. Ce matin-là, Marcos est arrivé à l'embarcadère public du lac vers 6h15. 3 témoins l'ont vu. Don Ruben, le responsable de l'embarcadère, qui l'a aidé à charger l'équipement dans son bateau en aluminium de 4 mètres, un couple de touristes qui prenaient des photos de l'aube et un pêcheur local Esteban Roldan qui a échangé un salut avec Marcos et lui a demandé où il allait. À la zone des joncs, a répondu Marcos. On dit que les truites mordent bien là-bas. La zone des joncs était une zone tranquille au sud-est du lac, connue pour l'abondance de truites arc-en-ciel. Ce n'était pas un endroit dangereux. Ce n'était pas un endroit isolé. C'était, en fait, l'un des sites les plus visités par les pêcheurs locaux. Marcos a démarré le moteur de son bateau et s'est éloigné lentement de l'embarcadère. Don Ruben l'a vu disparaître dans la brume matinale qui couvrait encore des parties du lac. Il a calculé qu'il était 6h23. Tout semblait absolument normal. À 8h30, Gabriela, sa femme, lui a envoyé un message texte sur son portable. « Tu as déjà attrapé quelque chose ?» Il n'y a pas eu de réponse. Elle ne s'est pas inquiétée. Il était courant que Marcos laisse le téléphone dans le sac à dos quand il pêchait pour ne pas se distraire. À 11h, elle a appelé 2 fois. Rien. À 13h45, déjà inquiète, Gabriela a appelé Don Ruben à l'embarcadère. « Avez-vous vu Marcos revenir ?» a-t-elle demandé. Don Ruben a vérifié le registre. Marcos était sorti, mais n'était pas revenu. Son bateau n'était amarré à aucun des embarcadères. À 14h30, Gabriela a appelé le commissariat local. On lui a dit d'attendre. C'est trop tôt pour s'alarmer. Parfois, les pêcheurs perdent la notion du temps. Mais Gabriela connaissait son mari. Marcos était méticuleux. Il n'était jamais en retard sans prévenir. Et en plus, il avait promis de revenir pour le déjeuner. Quelque chose n'allait pas. À 17h, avec le soleil commençant à descendre, Gabriela est retournée au commissariat. Cette fois en personne. Elle portait une photo récente de Marcos, la description de son bateau et une liste de tout l'équipement qu'il avait avec lui. L'officier de service, finalement, a pris note. Un protocole de recherche de base a été activé. À 18h30, avec la lumière du jour s'évanouissant rapidement, une équipe de sauvetage composée de volontaires locaux, de gardes forestiers et de 2 officiers de police a commencé à parcourir le lac dans 3 embarcations. Ils portaient des lampes torches, des mégaphones et des oiseaux des abords de votre écouter des études post le scoco pour ces tout si diep faisait ces chof disait que deux mots de communication. Ils ont vérifié la zone des joncs, rien. Ils ont vérifié les rives, rien. Ils ont tablé son nom encore et encore. Seul l'écho des montagnes y répondait. À 22h, la recherche a été suspendue jusqu'à l'aube. Gabriela n'a pas dormi cette nuit-là. Le dimanche 16 mars, à l'aube, la recherche a repris avec plus d'intensité. Cette fois, plus de 40 personnes ont participé. Pompiers, volontaires, plongeurs
sportifs como casual, mais membre de la défense civile et voisins du village qui connaissaient Marco, comme Marcos. Ils ont divisé le lac en secteurs. Chaque embarcation avait une zone spécifique assignée à couvrir. Ils ont utilisé des sonars portables pour détecter des objets immergés. Ils ont survolé la zone avec un hélicoptère de la gendarmerie nationale. Mais le lac Miroir, avec son immensité et ses profondeurs abyssales, semblait avoir avalé Marcos Soto sans laisser de traces. Ils n'ont pas trouvé son bateau, ils n'ont pas trouvé son équipement de pêche, ils n'ont rien trouvé qui flottait dans l'eau, pas même des restes de naufrage. Pendant 3 semaines, les recherches ont continué, bien qu'avec moins de feuilles. I les sauvages et Zogot ont en sautant. Tsiobats qui exquisax seplama ou pleurisement stati des grottes séidiennes d'Ivok, côte sous-marine. Ils ont vérifié des ruisseaux tributaires, ils ont marché des kilomètres de côtes rocheuses. Des plongeurs professionnels sont descendus à des profondeurs allant jusqu'à 70 mètres. Madame des de carré dans les SOS related de ressources, les zones excédées, les idées de plus sombre du lac. Rien. La théorie officielle a commencé à prendre forme. Marcos avait subi un accident. Peut-être un coup à la tête, une chute dans l'eau, un problème cardiaque. Son corps et son bateau auraient été en essence montre ce que se dire à mes paradises par des courants sous-marins vers une zone inaccessible du lac, ou pire encore, vers des cavernes sous-marines d'où il ne pourrait jamais être récupéré. Mais Gabriella ne l'acceptait pas. Marcos connaissait ce lac mieux que quiconque, répétait-elle. Ce n'est pas possible qu'il ait simplement disparu. La vie de Gabriella est devenue un limbe sans fin. Chaque matin, elle se réveillait en espérant des nouvelles. Chaque fois que le téléphone sonnait, son cœur s'accélérait en pensant que peut-être, juste peut-être, Marcos était apparu quelque part en aval, avec une amnésie, confus, mais vivant. Mais les appels n'apportaient jamais ces nouvelles. Les premiers mois en mojiu contre Lot étaient les plus difficiles. La maison semblait vide sans Marcos. Ses vêtements pendaient encore dans l'armoire. Ses outils restaient organisés dans le garage, attendant des mains qui ne les utiliseraient plus. Gaweskia Garabe Gidrielo Malamno Probatuap pouvait se débarrasser se débarrasser de rien. Chaque objet était une connexion avec lui, un fil mince qui la maintenait attachée à l'espoir qu'un jour il reviendrait. La mère de Marcos, Doña Estela, est tombée dans une profonde dépression. Elle avait perdu son mari 5 ans auparavant et maintenant son fils unique avait disparu dans les mêmes eaux où son défunt mari lui avait appris à pêcher. L'ironie était cruelle. Doña Estela visitait le lac chaque dimanche, apportait des fleurs et les laissait flotter dans l'eau, murmurant des prières que le vent emportait vers les montagnes. Le frère cadet de Marcos, Thomas, qui vivait à Buenos Aires, s'est rendu à Villa la Angostura et est resté pendant 2 mois à aider avec les recherches. Il a engagé une équipe privée de plongeurs, dépensant ses économies dans un dernier espoir de trouver son frère. Ils ont vérifié des zones que les équipes officielles avaient déjà explorées, mais le résultat était le même. Le lac gardait son secret avec une obstination inquiétante. Dans le village, la disparition de Marcos est devenue le sujet de conversation obligé. À l'épicerie, à la Boulangerie au Baobao, il avait l'habitude de se réunir avec ses amis. Tout le monde avait une théorie. Certains disaient qu'il avait été attaqué par un puma quand il était descendu sur la rive pour se reposer. D'autres spéculaient, Seiko Kisakuase avait eu une rencontre avec des contrebandiers qui utilisaient le lac pour transporter de la marchandise illégale. Il y avait même ceux qui murmuraient sur la malédiction du lac, des histoires ancestrales mapuches qui parlaient c'est grâce d'esprit de l'eau qui entraînait les pêcheurs trop ambitieux vers les profondeurs. Don Ruben, le responsable de l'embarcadère, ne s'est jamais pardonné d'avoir laissé Marcos partir seul ce matin-là. J'aurais dû. Ça a été si insisté de dire.
pour qu'il emmène de la compagnie, se répétait-il constamment. J'aurais dû remarquer quelque chose d'étrange en lui, un signe. Mais la vérité est qu'il n'y avait eu aucun signe. Marcos avait été parfaitement normal, même joyeux, enthousiaste pour une journée de pêche. Esteban Roldan, le dernier pêcheur qui a parlé avec Marcos, se sentait tourmenté par une culpabilité différente. Je lui ai dit que les truites morebe famosos o procédure bo kenkenshangwan stamo dia den senyendil lekli surwiser fassezir shio jono unextia kuji yese bofasier hastet betidetio etis iliki conversation avec Gabriela des semaines plus tard. Si je ne lui avais pas dit ça, peut-être serait-il allé dans une autre partie du lac. Dans un endroit plus sûr, Gabriela l'a consolé en lui disant que ce n'était sa face fakileke sokolux ou acute ou samka que personne n'aurait pu prévoir ce qui se passerait. Les semaines se sont transformées en mois, les mois en années. La famille de Otoatil, la famille de Marcos, a placé une plaque commémorative sur l'embarcadère d'où il était parti pour la dernière fois. Elle disait Marcos Elias Soto, 1969 à 2003. Le lac t'a appelé, mais ton souvenir demeure. Gabriela n'a jamais déménagé de Villa La Angostura. Chaque samedi, pendant des années, elle marchait jusqu'au lac et s'asseyait sur l'embarcadère, regardant l'eau, attendant quelque chose, n'importe quoi qui lui donnerait une réponse. Parfois, elle apportait le thermos que Marcos utilisait, le remplissait de café et buvait en sonar portable pour détecter des objets immergés. Ils ont survolé la zone avec un hélicoptère de la gendarmerie nationale. Mais le lac Miroir, avec son immensité et ses profondeurs abyssales, semblait avoir avalé Marcos Soto sans laisser de traces. Ils n'ont pas trouvé son bateau, ils n'ont pas trouvé son équipement de pêche, ils n'ont rien trouvé qui flottait dans l'eau, pas même des restes de naufrage. Pendant 3 semaines, les recherches ont continué, bien qu'avec moins de feuilles. Et les sauvages et Zogot ont sautant. Tsiobacets qui exkisax seplama ou plore se moracore stati des grottes séidiennes d'Ivok, côte sous-marine. Ils ont vérifié des ruisseaux tributaires, ils ont marché des kilomètres de côtes rocheuses. Des plongeurs professionnels sont descendus à des profondeurs allant jusqu'à 70 mètres. Is Mademes des Sastionnaissance de Caradam dans les SOS sur les ressources, les zones excédescentes, les idées des plus sombre du lac. Rien. La théorie officielle a commencé à prendre forme. Marcos avait subi un accident. Peut-être un coup à la tête, une chute dans l'eau, un problème cardiaque. Son corps et son bateau auraient été en essence montre ce que se dirait à mes dîner partageassé par des courants sous-marins vers une zone inaccessible du lac, ou pire encore, vers des cavernes sous-marines d'où il ne pourrait jamais être récupéré. Mais Gabriela ne l'acceptait pas. Marcos connaissait ce lac mieux que quiconque, répétait-elle. Ce n'est pas possible qu'il ait simplement disparu. La vie de Gabriela est devenue un limbe sans fin. Chaque matin, elle se réveillait en espérant des nouvelles. Chaque fois que le téléphone sonnait, son cœur s'accélérait en pensant que peut-être, juste peut-être, Marcos était apparu quelque part en aval, avec une amnésie, confus, mais vivant. Mais les appels n'apportaient jamais ces nouvelles. Les premiers mois, étaient les plus difficiles. La maison semblait vide sans Marcos. Ses vêtements pendaient encore dans l'armoire. Ses outils restaient organisés dans le garage, attendant des mains qui ne les utiliseraient plus. Gaweskia Garabe Gidrie lo Malam no Probatuap pouvait se débarrasser car pouvait se débarrasser de rien. Chaque objet était une connexion avec lui, un fil mince qui la maintenait attachée à l'espoir qu'un jour il reviendrait. La mère de Marcos, Doña Estela, est tombée dans une profonde dépression. Elle avait perdu son mari 5 ans auparavant et maintenant son fils unique avait disparu dans les mêmes eaux où son défunt mari lui avait appris à pêcher. L'ironie était cruelle. Doña Estela visitait le lac chaque dimanche, apportait des fleurs et les laissait flotter dans l'eau, murmurant des prières que le vent emportait vers les montagnes. Le frère cadet de Marcos, Thomas, qui vivait à Buenos Aires, s'est rendu à Villa La Angostura et est resté pendant 2 mois à aider avec les recherches. Il a engagé une équipe privée de plongeurs, dépensant ses économies dans un dernier espoir de trouver son frère. Ils ont vérifié des zones que les équipes officielles avaient déjà explorées, mais le résultat était le même. Le lac gardait son secret avec une obstination inquiétante.
Dans le village, la disparition de Marcos est devenue le sujet de conversation obligé. À l'épicerie, à la Boulangerie, au Baobao, il avait l'habitude de se réunir avec ses amis. Tout le monde avait une théorie. Certains disaient qu'il avait été attaqué par un puma quand il était descendu sur la rive pour se reposer. D'autres spéculaient, Seiko Kisakuase avait eu une rencontre avec des contrebandiers qui utilisaient le lac pour transporter de la marchandise illégale. Il y avait même ceux qui murmuraient sur la malédiction du lac, des histoires ancestrales mapuches qui parlaient ces crases de badi d'esprit de l'eau qui entraînaient les pêcheurs trop ambitieux vers les profondeurs. Don Ruben, le responsable de l'embarcadère, ne s'est jamais pardonné d'avoir laissé Marcos partir seul ce matin-là. J'aurais dû... Ça a été si c'était dit pour qu'il emmène de la compagnie, se répétait-il constamment. J'aurais dû remarquer quelque chose d'étrange en lui, un signe. Mais la vérité est qu'il n'y avait eu aucun signe. Marcos avait été parfaitement normal, même joyeux, enthousiaste pour une journée de pêche. Esteban Roldan, le dernier pêcheur qui a parlé avec Marcos, se sentait tourmenté par une culpabilité différente. Je lui ai dit que les truites morebe famosos o procédeo bo kenkenshangwan stamo dia den senyendil lekli surwiser fassizer shio jono unextia kuji yes bofasier hastet vetidetio etis iliki conversation avec Gabriela des semaines plus tard. Si je ne lui avais pas dit ça, peut-être serait-il allé dans une autre partie du lac, dans un endroit plus sûr. Gabriela l'a consolé en lui disant que ce n'était sa face fakilek sokorux ou acute ou samka que personne n'aurait pu prévoir ce qui se passerait. Les semaines se sont transformées en mois, les mois en années. La famille de Otoatil, la famille de Marcos, a placé une plaque commémorative sur l'embarcadère d'où il était parti pour la dernière fois. Elle disait Marcos Elias Soto, 1969 à 2003. Le lac t'a appelé, mais ton souvenir demeure. Gabriela n'a jamais déménagé de Villa La Angostura. Chaque samedi, pendant des années, elle marchait jusqu'au lac et s'asseyait sur l'embarcadère, regardant l'eau, attendant quelque chose, n'importe quoi qui lui donnerait une réponse. Parfois, elle apportait le thermos que Marcos utilisait, le remplissait de café et buvait en... C'était exactement comme Marcos. Optimiste, pensant à elle. Le technicien a continué, séparant doucement la page suivante. Samedi, 15 mars, 11h20 environ. Quelque chose de bizarre se passe, le moteur ne démarre pas. J'ai essayé environ 20 fois. J'ai vérifié le carburant, il est plein. J'ai vérifié les bougies, elles sont bien. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'ai essayé de ramer vers la rive, mais il y a un courant étrange qui m'entraîne vers le centre du lac. Je n'ai jamais senti quelque chose comme ça ici. La voix du technicien était calme, professionnelle, mais dans la pièce, l'atmosphère était lourde d'émotion. Gabriela serrait la main de Roberto si fort que ses jointures étaient moites. Balakulana shosu shiketias senasam pilemedio vers 16h, chez Kaiser, je crois, je suis en difficulté. Le courant m'a emporté très loin de là où j'étais. Je ne reconnais pas cette partie du lac. Les montagnes ont l'air différentes. L'eau est plus l'eau sombre. J'ai essayé d'utiliser le portable, mais il n'y a pas de signal. Je sais que je vais continuer à ramer. Mon Dieu, s'il te plaît, que Gabriela ne s'inquiète pas trop. Il pensait à moi, a murmuré Gabriela. Même là-bas, il pensait à moi. Le technicien a tourné une autre page. L'écriture commençait à devenir moins stable, les traits moins fermes. Samedi 15 mars, tard, il fait nuit. Je ne peux pas atteindre la rive. Chaque fois que je rame, le courant me ramène en arrière. C'est comme si le lac me retenait. Ça n'a pas de sens. J'ai pêché ici toute ma vie et je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. J'ai peur. La salle était complètement silencieuse à part la voix du technicien. Même les scientifiques endurcis semblaient atténus. Dimanche, 16 mars, aube, j'ai passé la nuit dans le bateau. Il fait très froid. J'ai entendu l'hélicoptère me chercher. J'ai crié, agité les bras. Mais ils étaient trop loin au fond. Ils étaient trop loin des coins. Pourquoi ne me voit-il pas? Je suis ici, je suis au milieu du lac. Pourquoi ne me trouve-t-il pas? Gabriela a porté sa main à sa bouche, étouffant un sanglot. Il était là, il était vivant, et il attendait qu'on le trouve.
Le commissaire Ledesma a posé une main sur son épaule. Continuez, a-t-il dit au technicien. Dimanche 16 mars, après-midi. Je n'ai plus d'eau, j'ai soif, j'ai essayé de boire du lac, mais l'eau a un goût étrange, comme du métal. Je n'ose pas en boire plus, j'ai vu les bateaux de recherche aujourd'hui encore. Ils étaient proches, mais ils sont passés au large. Pourquoi? Pourquoi ne me voient-ils pas? Nous étions là, a dit Ledesma, a dit ça doucement, plus pour lui-même que pour les autres. Nous sommes passés juste à côté de lui et nous ne l'avons pas vu. Lundi, 17 mars, je ne sais pas quelle heure il est. Je commence à me sentir faible et je n'ai presque rien mangé. Le soleil me brûle. Gabriella, si tu lis ceci un jour, je veux que tu saches que j'ai essayé de revenir. J'ai essayé de toutes mes forces. Pardonne-moi. Les larmes de Gabriella coulaient maintenant librement. Roberto l'a serré contre lui. Le technicien a continué à séparer les pages. Il y avait ensuite un saut. Les pages suivantes n'avaient pas de date claire. J'ai perdu le compte des jours. Le bateau se déplace tout seul. Les courants sont de plus en plus forts. Je crois qu'il m'emmène vers la partie la plus profonde du lac. J'ai vu la paroi rocheuse immergée. Elle est énorme. Je ne savais pas que le lac était si profond. La nuit dernière, j'ai rêvé de mon père. Il est me puis disait aussi quoi faire de le follow, soit de le suivre. Je ne veux pas le suivre encore, pas encore. L'eau monte à l'intérieur du bateau. Je ne sais pas d'où elle vient. J'ai essayé de boucher les fissures, mais elle continue d'entrer. J'ai froid, très froid. La voix du technicien tremblait légèrement maintenant. L'avant-dernière entrée était à peine lisible. Gabriella, je t'aime. Dis à maman que je suis désolé, je ne voulais pas que ça se termine comme ça. Le lac m'appelle. Je ne peux plus résister, je vais sceller ce cahier dans le sac. Si quelqu'un le trouve, s'il vous plaît, dites à ma famille que j'ai lutté, que je ne me suis pas rendu jusqu'à la fin. Et la dernière ligne, écrite avec des traits tremblants, l'eau a déjà recouvert mes pieds, c'est la fin. Pardonnez-moi. Le silence qui a suivi était absolu. Gabriella pleurait ouvertement maintenant, son corps secoué de sanglots. Roberto la tenait, les larmes coulant aussi sur son visage. Il a lutté, a finalement dit Gabriella entre les sanglots. Il a lutté jusqu'à la fin. Il n'a pas abandonné. Mon Marco n'a pas abandonné. La docteur Ferrero avait les yeux rouges. Même le commissaire Ledesma, un homme endurci par des années de travail difficile, essuyait discrètement ses yeux. Le cahier fut analysé exhaustivement dans les jours suivants par des experts judiciaires, des linguistes et des psychologues. Tous ont conclu la même chose. Marcos Soto avait écrit ces lignes dans un état de déshydratation sévère, d'hypothermie et probablement de désorientation. Mais le plus frappant était la précision de ses observations sur les courants. La doctoresse Ferrero, hantée par ce qu'elle avait lu, a décidé de mener une étude encore plus approfondie. Elle voulait comprendre exactement ce qui était arrivé à Marcos. Comment un pêcheur expérimenté avait-il pu être piégé de cette manière? Au cours des 3 mois suivants, son équipe a réalisé l'étude la plus complète jamais faite des courants du lac Miroir. Ils ont utilisé des traceurs de courant, des bouées de dérive, des sonars multifaisceaux et des modèles informatiques Sofiepo, Tikao, Kodbereke, ce qui les sur indiquait de cette découverte était à la fois fascinant et terrifiant. Il existe dans le lac Miroir un système de courant circulaire profond qui s'active sous des conditions météorologiques spécifiques. Quand il y a des changements brusques de pression atmosphérique, quelque chose qui se produit fréquemment en Patagonie avec les vents du Pacifique traversant les Andes, ces courants créent un phénomène connu sous le nom de vortex lacustre. C'est essentiellement un tourbillon invisible en surface qui attire progressivement tout vers le centre du lac, puis vers les profondeurs. La force n'est pas assez puissante pour être immédiatement évidente, mais sur plusieurs heures, elle est irrésistible pour une petite embarcation sans moteur. La docteur Ferrero a consulté les données météorologiques du 15 mars 2003. Ce jour-là, il y avait eu un changement de pression significatif enregistré à la station météorologique de Bariloche. Un front froid du Pacifique avait traversé la région entre 6 heures et 9 heures du matin. Les conditions étaient parfaites pour la formation d'un vortex lacustre. Marcos Soto, sans le savoir, avait ramé directement dans ce vortex après la panne de son moteur. Mais il y avait quelque chose de plus, quelque chose d'encore plus troublant que la docteur Ferrero a découvert.
Elle a examiné les routes dos bateau de Kelso, Becamelfos, Sawakao, Ziacres, Josis, Bekio, Ti Ap, Bozor Soko Jacques, c'est le Sokroch, Darsha et Diafotu, utilisé en 2003 et les a superposés sur ces nouvelles cartes de courant. Les bateaux de recherche avaient effectivement passé près de l'endroit où Marcos aurait été piégé. Mais en raison d'un phénomène optique causé par la topographie sous-marine du lac et les reflets des montagnes sur l'eau, il existe des zones aveugles où un petit bateau peut devenir presque invisible depuis certains angles, surtout depuis un hélicoptère ou depuis d'autres sauvetés embarcations à une certaine distance. Marcos était là, les sauveteurs étaient en proche, mais la physique du lac avait conspiré pour le cacher. Il a dû se sentir si désespéré, a dit la docteure Ferrero lors d'une conférence de presse des semaines plus tard où elle a présenté ses découvertes. Il voyait les bateaux, il entendait l'hélicoptère, il criait, il agitait les bras, mais il ne pouvait pas le voir. Ce n'était la faute de personne. C'était juste la nature du lac. Le bateau avait finalement coulé, probablement après que Marcos ait tenté de nager vers la surface en voyant l'eau monter. Le vortex l'avait entraîné vers la gorge obscure, où il était resté pendant 18 ans. Les restes de Marcos n'ont jamais été retrouvés. Les plongeurs ont supposé que son corps avait été entraîné par les courants vers une autre partie du lac, ou qu'il était resté piégé dans l'une des nombreuses cavernes sous-marines qui ne seraient jamais explorées. À ces profondeurs, dans l'eau froide, la décomposition aurait été lente, mais après 18 ans, il ne resterait probablement que des os dispersés et impossibles à localiser dans l'immensité du lac. Le 3 mai 2021, une cérémonie commémorative a été organisée sur la rive du lac Miroir. Plus de 300 personnes ont assisté. Familles, amis, voisins de Villa La Angostura, membres de l'équipe de sauvetage originale de 2003, et la docteure Ferrero avec son équipe de recherche. Le petit Elias, maintenant âgé de 9 ans, était là avec sa mère et Roberto. Gabriela lui avait expliqué toute l'histoire, et bien qu'il soit jeune, il semblait comprendre l'importance du moment. Gabriela, debout face au lac avec le cahier de Marcos dans ses mains, a parlé d'une voix ferme mais chargée d'émotion. Pendant c'est Masca Koronzotisit, des Nzenis et des Chouisti et je ne savais pas ce qui était arrivé à Marcos. J'ai pensé qu'il avait peut-être eu un accident rapide, qu'il n'avait pas souffert. Mais maintenant, je sais la vérité. Je sais qu'il a lutté. Je sais qu'il a essayé de revenir. Et je sais que dans ces derniers moments, il pensait à nous. Cela me donne la paix. Elle a fait une pause, regardant l'eau calme qui brillait sous le soleil de l'après-midi. Marcos, où que tu sois, je veux que tu saches que ne t'avons jamais oublié. Ton fils porte ton nom. Et ton histoire est maintenant connue, et grâce à toi, ce lac ne pourra plus jamais piéger quelqu'un de la même manière. Tu as sauvé des vies avec ton dernier message. C'était vrai. Suite à la découverte et aux recherches de la docteure Ferrero, des changements importants avaient été mis en œuvre. Des bouées d'urgence avec GPS ont été installées à des points stratégiques du lac Miroir. Un système d'alerte précoce a été créé pour les conditions météorologiques susceptibles. Villa La Angostura organise ce qu'ils appellent maintenant le jour de Marcos. Ce n'est pas une journée de deuil, mais une célébration de la vie, du courage et de l'importance de ne jamais abandonner l'espoir. Des pêcheurs de toute la région viennent. Ils partent d'esta. Il y a seis de l'eau de sens le concerne soit de fait des yeux Freeze pleure sur l'heure dans le lac. Et à midi exactement, tous observent une minute de silence. Doña Estela, la mère de Marcos, elle n'était plus là pour voir le bateau être retrouvé, mais Thomas, le frère de Marcos, était est présent à chaque étape. J'aurais aimé que maman soit là pour savoir, dit-il. Elle est morte en pensant que nous ne saurions jamais. Mais je crois qu'elle le sait maintenant, où qu'elle soit. Je crois qu'elle et Marcos sont ensemble et qu'ils sont en paix. Les théories conspirationnistes qui avaient à circuler pendant des années, enlèvement, fuite volontaire, crime, ont toutes été définitivement réfutées. La vérité était à la fois plus simple et plus tragique. Un homme était allé pêcher, avait eu une panne mécanique au mauvais moment et au mauvais endroit, et avait été piégé par des forces naturelles qu'il ne pouvait ni voir ni combattre. La science a fourni les expliquants. Du bon destoka
Dieke a fourni les émotions. Et ensemble, ils ont donné à Gabriela et à tous ceux qui aimaient Marcos quelque chose d'inestimable. La fermeture, la compréhension et la certitude qu'ils n'avaient jamais cessé de lutter pour revenir vers eux. Aujourd'hui, si vous visitez Villa La Angostura et que vous vous promenez le long du lac Miroir, vous verrez des pêcheurs qui partent à l'aube, tout comme Marcos l'a fait ce matin de mars 2003. Mais maintenant, il vérifie toujours la météo. Ils portent toujours des gilets de sauvetage. Ils emportent toujours des dispositifs de communication d'urgence. Et avant de partir, beaucoup d'entre eux touchent la pecken. La wa setushati comme ici war awa sekakatitative sato de Marcos en late son chef Marcos, un geste silencieux de respect et de promesse. Je reviendrai, parce que c'est la véritable leçon de l'histoire de Marcos Soto. Non pas que la nature est cruelle ou que les lacs sont dangereux, mais que chaque vie compte, que chaque histoire mérite d'être racontée, et que même face à l'impossible, l'esprit humain peut laisser un héritage qui dure bien au-delà de notre temps sur cette terre. Marcos est allé pêcher un samedi de mars, et Tremé n'est jamais dit « Ah, si, j'ai un fayashi hages ». Jamais va m'est venu. Mais 18 ans plus tard, le lac a finalement permis à son histoire d'être racontée. Une histoire de survie, de lutte, d'amour et d'un final qui, bien que tragique, a finalement trouvé sa vérité. Et cette vérité continue de vivre dans chaque personne qui entend l'histoire, dans chaque pêcheur qui prend des précautions supplémentaires, dans chaque famille qui serre ses proches un peu plus fort avant qu'ils ne partent pour la, la journée. Parce qu'au final, Marcos Soto n'a pas seulement laissé un cahier dans un lac, il a laissé un testament de courage humain qui résonne encore aujourd'hui dans les montagnes de Patagonie, porté par le vent, reflété dans les eaux calmes, et gravé à jamais dans les cœurs de ceux qui refusent de laisser son histoire être oubliée. Et jusqu'à aujourd'hui, quand les enfants de Villa La Angostura apprennent à pêcher, leurs parents leur racontent l'histoire de Marcos. Non pas pour leur faire peur, mais pour leur enseigner le respect. Respect de la nature, respect de la vie et respect de ceux qui nous ont précédés et dont les leçons peuvent encore. No, nasabo a faveur le visual kak endemic alcohol qui allait avoir garde encore beaucoup de secrets. Mais grâce à Marcos Elias Soto, il en a révélé un qui avait besoin d'être connu. Et dans cette révélation, il y a de l'espoir. L'espoir que les disparus ne sont jamais vraiment perdus tant que quelqu'un se souvient de leur nom et raconte leur histoire.